Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Morgiane. Avant de commencer à vous parler de l'affaire du jour, je voulais d'abord vous remercier car nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je constate que mes vidéos vous plaisent et ça m'encourage à poursuivre pour vous proposer du contenu True Crime. Aujourd'hui, nous allons parler du destin tragique de Jasmine Fior, une jeune femme à qui tout souriait jusqu'à ce qu'elle rencontre son futur bourreau, Ryan Jenkins, un candidat de télé-réalité qui la tuera, la découpera avant de la mettre dans une valise et la jeter dans une benne à ordures tel un vulgaire déchet. Si vous voulez savoir ce qui a pu mener Jasmine à une fin aussi terrible, on se retrouve juste après le générique. L'histoire commence avec Jasmine Fior, de son vrai nom Jasmine Leport. Elle naît en 1981 et grandit sous le soleil de la Californie, un état de la côte ouest des États-Unis, dans la petite ville de Bonny Doon. Enfant, Jasmine est une grande amoureuse de la nature et des animaux. Elle aime monter à cheval, se balader dans les grands espaces. Cela la fait se sentir libre. En fait, elle n'a pas de cheval, c'est au-dessus de ses moyens, mais il se trouve que la famille d'une de ses amies, des gens assez riches, ont un ranch avec des chevaux, et Jasmine en profite pour aller voir les animaux, prendre soin d'eux, elle adore ça. Les personnes qui la connaissent décrivent Jasmine comme étant une jeune femme chaleureuse, avenante et surtout sincère et attentionnée. Elle aime mettre les gens à l'aise. Ses anciens camarades de classe à l'école se souviennent d'elle comme d'un garçon manqué ou un tomboy, comme on dit en anglais. Elle vient souvent en classe avec ses cheveux blonds, rebelles, attachés en queue de cheval, et se plaît à participer à des parties de football avec les garçons. Jasmine est une sportive, et plus grande, elle adorera aussi faire de la voile et de la moto. À l'âge de 8 ans, ses parents divorcent et sa mère obtient sa garde exclusive. Jasmine grandira donc élevée par sa maman, Lisa Leport, qui fera tout son possible pour faire d'elle une femme heureuse et épanouie. Donc Jasmine a globalement eu une enfance tout à fait normale, hormis la séparation de ses parents, tout allait bien pour elle. Mais Jasmine a des envies de grandeur. Et travailler à temps partiel dans l'épicerie locale ne la rend pas heureuse. Ce qu'elle veut vraiment, c'est quitter la petite ville de Bonny Doon pour partir à la découverte des grandes villes qui la font tant rêver comme Las Vegas, dans l'état du Nevada, un état voisin de la Californie. Jasmine décide de s'installer à Vegas et se dit qu'une fois sur place, elle trouvera rapidement un emploi. Elle se prépare à faire un grand saut vers l'inconnu, elle qui n'a jamais quitté sa petite ville, alors forcément elle ressent un mélange entre impatience et appréhension. Une fois bien installée là-bas, Jasmine est très rapidement repérée pour devenir mannequin. Elle deviendra modèle pour des soirées et des casinos, et apparaît même dans des magazines et des publicités. Il faut savoir que Jasmine rentre parfaitement dans les standards de beauté de l'époque. Grâce à sa plastique de rêve, beaucoup d'opportunités s'ouvrent à elle. Alors, avant de poursuivre, je tiens à faire un petit aparté concernant les termes que j'utilise de standards de beauté et de plastique de rêve. Bien évidemment, je me remets dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire avant le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le body positive. De nos jours, les choses ont bien changé et j'ai envie de dire heureusement. Les femmes sont conscientes que la beauté ne se résume pas à être fine et élancée, que la beauté a autant de versions qu'il n'existe de femmes sur Terre. Le plus important, c'est de se plaire et de s'aimer tel qu'on est. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, Jasmine a eu beaucoup d'opportunités dans le monde du mannequinat, qui a ses propres normes, ses codes et ses critères. Que l'on approuve ou pas, ça c'est une autre histoire.
Jasmine, elle vit la vie dont elle a toujours rêvé. Elle gagne énormément d'argent grâce à ses contrats, son visage devient assez connu. En fait, c'est la vie parfaite pour cette femme ambitieuse qui a toujours voulu être célèbre et riche et dont le modèle n'est autre que la belle Marilyn Monroe. Rien que ça. Malgré son succès grandissant, Jasmine reste une personne humble. Elle garde les pieds sur terre, elle sait d'où elle vient, le travail qu'elle a dû fournir pour en arriver là, et elle ne laisse pas l'argent et le succès lui monter à la tête. Jasmine est aussi une femme intelligente. Elle sait pertinemment que l'industrie du mannequinat est en permanence en recherche de nouvelles têtes, de chair fraîche, si on peut dire ça comme ça, qui seront les futures stars de demain. Elle sait aussi que sa durée de vie dans la profession est limitée et que passé un certain âge, au-delà de la trentaine, elle risque de ne plus avoir de contrat. Alors, elle place son argent durement gagné dans des biens immobiliers. Elle s'achète aussi un magnifique penthouse. Alors, un penthouse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un appartement situé au dernier étage d'un immeuble, souvent un immeuble très haut, un building, et qui offre une vue incroyable sur toute la ville. Alors, vous vous rappellerez sûrement du magnifique penthouse que je vous avais montré d'Abby Choi, dont j'avais parlé dans ma toute première vidéo sur la chaîne. Donc on en revient à Jasmine, qui a investi intelligemment dans des biens immobiliers et qui se prépare même à une reconversion professionnelle puisqu'elle décide de devenir entrepreneuse. Elle fait les démarches nécessaires pour obtenir une licence immobilière en vue d'ouvrir une salle de sport et un centre de coaching individuel car rappelez-vous, Jasmine a toujours adoré le sport, donc c'est un métier qui lui correspondra totalement. Ryan Alexander Jenkins est né en 1977 à Victoria, au Canada. Il est un riche promoteur immobilier dont le patrimoine s'élèverait à plus de 2 millions de dollars. Il vient d'une famille aisée qui possède de multiples biens immobiliers dispersés un peu partout dans le pays. Il est connu pour être un candidat d'émissions de télé-réalité. Il a participé à la saison 3 de I Love Money, J'aime l'argent en anglais, et Megan Wants a Millionaire, Megan veut un millionnaire, où nous avons 12 hommes célibataires et riches qui sont censés se battre pour conquérir le cœur de Megan Otherman, une star de la télé-réalité américaine. L'émission est produite par la chaîne VH1 et a la clé pour le gagnant de l'émission, la coquette somme de 250 000 dollars. Ryan se fiance d'abord avec Paulina Chmielewska, un mannequin canadienne avec qui il sera fiancé pendant 2 ans. En août 2008, le couple se sépare et 7 mois plus tard, il épouse une autre femme, Jasmine Fior. Mais n'allons pas trop vite, car il faut que je vous parle d'abord de la rencontre entre Ryan et Jasmine, une rencontre qui, par la suite, sera fatale. À peine quelques jours après avoir fini le tournage de l'émission Megan Wants a Millionaire, en mars 2009, Ryan se rend à Las Vegas et c'est là qu'il rencontre Jasmine pour la toute première fois lors d'une fête hawaïenne tropique. Tout va très très vite entre eux puisqu'ils se marient à peine 2 jours après leur rencontre, soit le 18 mars 2009 à A Little White Wedding Chapel. Vous savez, le genre de chapelle qu'on peut trouver un peu partout à Vegas pour faire des mariages express. À titre d'exemple, c'est aussi dans cette chapelle que se sont mariés Bruce Willis et Demi Moore, où s'est mariée Britney Spears, ou encore Michael Jordan. Alors ça paraît quand même fou de se dire qu'ils se sont mariés alors qu'ils ne se connaissaient pas il y a à peine 3 jours. Alors dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieuse de connaître votre avis là-dessus, parce que moi ça me paraît complètement dingue de faire une chose pareille. Ceci dit, il paraît que c'est quelque chose de banal à Las Vegas. En général, les gens qui font ça finissent par se rendre compte que c'est une décision assez précipitée et finalement ils finissent par faire annuler le mariage.
Après leur mariage, Ryan et Jasmine profitent de leur vie à deux. Ils sont fortunés, ils ont un train de vie à la hauteur de leur richesse. Ils se baladent en yacht, font souvent des fêtes avec leurs amis, et petit à petit, Ryan devient jaloux de Jasmine, car sa beauté attire beaucoup les regards, et Jasmine, qui sait qu'elle plaît, en joue d'ailleurs, même en la présence de Ryan. Finalement, leur relation idyllique au départ se dégrade petit à petit et devient même une relation toxique. Pas un jour ne se passe sans qu'ils ne se disputent et se hurlent dessus. Finalement, le couple qui vit à Las Vegas se sépare, Jasmine déménage à Los Angeles. Quelque temps plus tard, dans une tentative un peu désespérée de recoller les morceaux, Ryan la rejoint à LA. Mais leur relation continue à se détériorer encore plus, ils sont infidèles l'un envers l'autre. Rien ne va plus, au point que Jasmine menace même Ryan d'annuler leur mariage pour qu'il perde le droit de résider aux États-Unis et qu'il soit obligé de repartir au Canada. Ryan, lui, pense que s'il parvient à donner beaucoup d'argent à Jasmine, que s'il l'achète en quelque sorte, il pourra la reconquérir. Et donc il décide de participer à la saison 3 de l'émission de télé-réalité I Love Money. Alors Ryan doit s'envoler pour le Mexique, lieu du tournage de l'émission. Jasmine, quant à elle, reste à Los Angeles. C'est au cours de cette relation à distance que Ryan devient encore plus jaloux et méfiant envers Jasmine. Il la harcèle au téléphone, lui demande sans cesse où elle était, ce qu'elle a fait, avec qui, etc. Il en devient même obsessionnel d'après les employés de la boîte de production de l'émission. Malgré tout, contre toute attente, Ryan ressort gagnant de cette émission et remporte la somme de 250 000 $. On avance un peu et on arrive à début août 2009. Le premier épisode de Megan Wants a Millionaire est diffusé à la télévision. Oui, parce que forcément il y a un décalage entre le tournage de l'émission et sa diffusion, c'est logique. Et donc c'est là que tout le monde découvre enfin le visage de Ryan Jenkins, et c'est pour lui le début de la célébrité, lui qui était à la base un promoteur immobilier certes riche, mais totalement anonyme. Les affaires reprennent pour le couple, ils décrochent de nouveau des contrats de mannequinat cette fois ensemble, ils apparaissent dans des magazines People, etc. Le couple semble heureux, à nouveau. Il semblerait qu'après la tempête est enfin revenu le calme. Lisa, la mère de Jasmine, voit, elle, dès le départ, cette union d'un très mauvais œil. Effectivement, elle est persuadée de plusieurs choses. D'abord que Ryan se sert de sa fille pour obtenir la carte verte américaine. Donc la carte verte, c'est la carte de résident permanent aux États-Unis. Ryan étant canadien, il a besoin de cette carte pour rester légalement aux États-Unis. Par ailleurs, elle sait que Ryan a des antécédents de violence conjugale, ce qui ne la rassure pas par rapport à sa fille. Lisa dit aussi que Jasmine s'est confiée à elle sur sa relation avec Ryan. Elle lui aurait dit qu'au bout de 5 mois de mariage, sa relation avec Ryan ne fonctionnait plus tout simplement, qu'elle voulait tout arrêter, se séparer de lui, mais en fait elle ne savait pas trop comment s'y prendre pour lui annoncer la nouvelle, par peur de sa réaction, car il semblait être quelqu'un d'imprévisible. Le 13 août 2009, Jasmine et Ryan vont à Del Mar. C'est une station balnéaire de la ville de San Diego en Californie. Ils descendent à l'hôtel L'Auberge et comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est un hôtel luxueux avec spa, piscine intérieure donnant sur le Pacifique et c'est un hôtel à presque 1 000 € la nuit. Ils sont invités à un tournoi de poker organisé pour collecter des fonds pour une association caritative. A priori, tout se passe bien, jusqu'au 15 août, où de retour chez eux, Jasmine, après être partie faire quelques courses, semble avoir disparu. Son mari, Ryan, contacte ses amis proches pour savoir s'ils ont eu des nouvelles d'elle, mais personne ne l'a vue, ni n'a eu de nouvelles de Jasmine. Elle s'est comme volatilisée. Inquiet,
Ryan va voir les autorités pour déclarer la disparition de son épouse. La même journée où il déclare sa femme disparue, il se trouve qu'un promeneur et son chien découvrent une valise suspecte dans une benne à ordures à Buena Park, dans le comté d'Orange en Californie. Son chien renifle la valise avec insistance, alors l'homme décide de l'ouvrir pour voir ce qu'elle contient. Et c'est là qu'il découvre un corps découpé en plusieurs morceaux. Le visage est mutilé, il manque les doigts et les dents, comme si l'auteur de ce crime avait tout fait pour que la police ne parvienne pas à identifier le corps. Mais vous allez le voir, l'identification sera menée tout de même parce que la personne retrouvée morte a des implants mammaires. Et comme tout dispositif médical, les implants ont un numéro de série qui permet de remonter au chirurgien qui a pratiqué l'opération et donc par conséquent, on peut aussi retrouver le nom de la patiente. Sans grande surprise, il s'agit de Jasmine Fior. L'autopsie révélera qu'elle a été étranglée puis mutilée avant d'être découpée. Comme dans toute enquête, et vous le savez certainement, le premier suspect c'est toujours le conjoint. C'est donc naturellement que les premiers soupçons se dirigent immédiatement vers l'époux de Jasmine, Ryan Jenkins. Les enquêteurs tentent de le contacter, mais il est déjà en fuite. Ils découvrent aussi, avec ses antécédents, qu'il a un casier judiciaire. Effectivement, en 2005, il a déjà été arrêté pour avoir agressé sa conjointe de l'époque. Ryan Jenkins est toujours en cavale, il a peut-être même traversé la frontière pour fuir au Canada, et il serait aidé par une femme, paraît-il. Il pourrait s'agir de son amie et ex-fiancée, Paulina Schnieleka, mais ce n'est pas sûr, car l'identité de la femme en question n'a jamais été révélée par les autorités. Certains pensent que la femme qui l'a aidée serait sa demi-sœur. Quelle que soit l'identité de cette complice, elle lui aurait payé un séjour de 3 jours au Thunderbird Motel dans la ville de Hope, en Colombie-Britannique, dans une province du Canada, et elle aurait donc déposé Ryan, elle aurait tout payé en cash, et elle serait repartie. Ryan, quant à lui, sera retrouvé mort le 23 août dans ce même motel à Hope, et d'après les premières conclusions, il se serait ôté la vie par pendaison. Il avait 32 ans, il laisse derrière lui une lettre expliquant pourquoi il avait tant de rancœur envers Jasmine, mais dans cette lettre il n'y a pas d'aveu sur son meurtre. L'émission Megan Wants a Millionaire, tournée la même année et qui avait été diffusée depuis le 2 août, est suspendue à l'annonce d'abord de la fuite de Ryan au Canada, après la diffusion de seulement 3 épisodes. L'émission sera par la suite définitivement annulée à l'annonce de la mort de ce dernier. La chaîne VH1 déclarera que Ryan était arrivé 3e à la compétition. Et à cette époque, en fait, il faut savoir que l'industrie de la télé-réalité a été mise à mal, car la production a été accusée d'avoir mis sous les projecteurs un candidat coupable d'antécédents de violences domestiques, et de ne pas justement avoir correctement vérifié les antécédents de ces candidats lors de la phase de sélection. Bien entendu, l'émission I Love Money que Ryan avait gagnée a également été déprogrammée. Et voilà comment se termine l'histoire de Jasmine et Ryan, une histoire au départ qui avait vraiment tout pour être un conte de fées, mais qui s'est terminée comme le plus horrible des films d'horreur. Cette histoire nous rappelle que derrière l'abondance, la richesse, les sourires de façade peuvent se cacher des souffrances et des rancœurs qui peuvent pousser certains à commettre l'irréparable. J'espère que vous avez apprécié écouter l'affaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou voire même pourquoi pas me suggérer d'autres affaires. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, 17h, pour une nouvelle affaire criminelle.